Merci de nous suivre sur M24 Télévision. Bienvenue à ce flash d'information. Au Mali, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier mardi 7 juin le rapport 2015 du médiateur de la République, Baba Akib Aïdara. Ce rapport 2015 du médiateur de la République traite essentiellement des questions relatives au foncier, à l'éducation, à la justice et à la protection sociale. Le rapport s'est particulièrement intéressé à la situation des demandes adressées aux services publics par des citoyens. Le chef de l'État a salué le fait que cette année, le médiateur de la République a mis un accent particulier sur l'instauration de relations confiantes entre les citoyens et l'administration, sur la promotion de l'esprit de service public et sur le renforcement d'une culture démocratique. Après la remise de son rapport annuel 2015 au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, hier mardi 7 juin, le médiateur de la République, Baba Akib Aïdara, était ce mercredi 8 juin face à la presse pour faire le point sur sa mission au cours de l'année 2015. Ce rapport met l'accent sur l'instauration de relations de confiance entre l'administration et les citoyens, mais aussi sur la promotion de l'esprit de service public. Suivant ce reportage de Fadima Kontao, Bakari Kone et de Maïmouna Traoré. Baba Akib Aïdara, médiateur de la République du Mali depuis 2013, n'a pas failli à ce qu'il convient désormais d'appeler la traditionnelle présentation des rapports du médiateur de la République au chef de l'État. Après la cérémonie de remise officielle du rapport 2015 au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta hier mardi 7 juin à Koulouba, Baba Akib Aïdara était face à la presse ce mercredi 8 juin 2016 dans la salle de conférence des services du médiateur de la République. Ce rapport 2015 du médiateur de la République met l'accent sur l'instauration de relations de confiance entre citoyens et l'administration, mais aussi sur la promotion du service public. En 2016, Baba Akib Aïdara entend poursuivre et approfondir son action en faveur de la protection des droits des usagers face à certaines pratiques qu'il juge anormales dans les services publics. Nous savons que le fonctionnement de l'administration nationale est entaché de beaucoup de faiblesses. Ils sont dus à plusieurs facteurs qu'on ne peut pas tout résoudre en une fois. Mais notre travail consiste à essayer de bien comprendre la nature de ces facteurs, de bien comprendre comment fonctionnent les administrations, de bien comprendre la nature des relations entre ces administrations et les usagers de l'administration. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur la relation entre les citoyens et l'État. Construire des relations de confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de litige, il y en aura toujours, parce qu'il s'agit de mise en application de règles conçues pour les citoyens, pour les usagers, pour les hommes et les femmes, et parce qu'il s'agit de la vie. Le service public considère le citoyen avec ses droits, ses libertés, mais aussi ses devoirs. Et il y a une obligation de l'État vis-à-vis de cela. L'esprit de service public est différent de l'esprit qu'on inculquait aux gens du commandement et que nous avons hérité de la colonisation. On était préfet, commandant de cercle, je ne sais pas, chef d'arrondissement. On représentait l'État colonial, le pouvoir. On était là pour être servi par les populations parce qu'on était au service de cet État. Mais avec la République du Mali, non. Les agents de l'État sont au service des populations. Pas pour faire n'importe quel caprice des populations, mais pour rendre les services que l'État malien doit à ses populations. C'est avec une telle disposition d'esprit que les services du médiateur de la République ont œuvré en tant ce qui concerne le traitement des réclamations que l'organisation de la 20e édition de l'EID, l'espace d'interpellation démocratique. Du côté de l'EID,
Vous savez que cette année, c'était la 20e session. L'année dernière, nous avions le 20e anniversaire, mais cette année, c'était la 20e session. Mais cette 20e session est intervenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte qui venait après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. L'EID s'est bien passé, mais l'EID reste encore avec ses problèmes. On fait des efforts, on améliore les structures. Les problèmes de l'EID, ça ne sera plus de ce côté-là, mais ça sera dans la conception de l'EID. C'est quoi l'EID? Dans l'esprit des populations. Qu'est-ce que les gens peuvent attendre de l'EID? Dire que c'est l'espace d'interpellation démocratique, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas tout. Il faut encore concrètement dire de quoi il s'agit. Les textes disent que l'EID a pour objet de faire connaître l'état de droit au Mali. Alors l'état de droit, on va voir si on respecte, si les pouvoirs publics respectent le droit ou non. Mais l'objet aussi, c'est de construire une démocratie nationale, une culture démocratique nationale. Et on ne peut pas construire une culture démocratique nationale sans éducation et sans la presse qui a un rôle éducatif aussi, parce qu'elle a un rôle d'information sur l'opinion. Mais surtout par rapport aux citoyens. Cette conférence de presse a pris fin par une série de questions-réponses entre les journalistes et le médiateur de la République. Toujours au Mali, le siège de la Convention nationale pour une Afrique solidaire CNAS Faso RE a abrité ce lundi 6 juin 2016 la naissance d'un pôle de la gauche patriotique, républicaine, démocratique, sociale, progressiste et panafricaine. Regroupant plus d'une vingtaine de partis politiques et d'associations, ce nouveau front populaire, selon ses responsables, veut montrer la voie à suivre aux dirigeants actuels afin d'assurer un meilleur avenir pour le Mali et les Maliens. Au nord du Mali, à Kidal, un entrepôt de vivres destiné à l'assistance humanitaire a été pillé par des habitants ce lundi 6 juin. Les denrées devaient couvrir pendant un mois les besoins alimentaires de plus de 11 000 personnes vulnérables réparties dans les 11 communes de Kidal. En République démocratique du Congo, le rapport d'enquête interne de l'opération de police Likofi, opération qui s'était déroulée de novembre 2013 à février 2014, qui visait les membres de gangs de la capitale, a été rendu public ce mardi 7 juin 2016. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Évariste Bochave, en a livré les conclusions lors d'une conférence de presse. La communauté internationale réclamait depuis plusieurs années le rapport d'enquête. L'ONG Human Rights Watch avait à l'époque dénoncé un usage excessif de la force et déploré la mort ou la disparition de dizaines de personnes. Au Burundi, 11 lycéens ont été inculpés d'outrage à chef d'État pour avoir griffonné sur les photos de Pierre Nkurunziza dans leur manuel scolaire. 6 d'entre eux, âgés de 15 à 17 ans, ont été remis hier mardi en liberté provisoire dans l'attente de leur procès. Quant aux 5 majeurs, ils restent pour l'instant en prison. Ils ont été arrêtés vendredi dernier par le Service national de renseignement et encourent des peines allant de 6 mois à 5 ans de prison et des amendes de 10 000 à 50 000 francs burundais selon leur avocat, soit 5 à 30 €. Une somme conséquente au Burundi. Des sanctions disproportionnées qui suscitent l'émoi. Au Nigeria, l'international Crisis Group a publié cette semaine un rapport sans concession, une étude sur le fonctionnement de l'armée nigériane, handicapée par plusieurs maux, manque de financement, manque de formation, corruption à grande échelle. Ce rapport permet de relancer le débat sur la nécessaire réforme de l'armée nigériane. Le document paraît dans un contexte particulier. Le pays est en effet pris en étau entre plusieurs urgences sécuritaires
sécuritaires, l'insurrection armée de Boko Haram dans le nord-est ou encore les menaces sur les installations pétrolières dans la région du Delta. Ce rapport appelle à une réflexion approfondie sur les problèmes internes du pays afin de mieux orienter la politique sécuritaire du gouvernement. La page sport de ce Flash Info. Un accident vasculaire cérébral AVC a eu raison de Stephen Keshi, 54 ans, dans la nuit du mardi au mercredi. Son décès a été annoncé ce mercredi par la Fédération nigériane de football sur son compte Twitter. Surnommé le Big Boss, Stephen Keshi qualifia à la surprise générale le Togo à la phase finale de la Coupe du Monde 2006. En 2011, il prend la tête de la sélection nigériane qu'il mène à la victoire lors de la CAN 2013 et la qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Stephen Keshi reste l'un des entraîneurs stars de l'Afrique pour être le deuxième Africain à avoir remporté la CAN en tant que joueur et entraîneur après Mohamed El Gouari de l'Algérie. C'est ainsi que prend fin ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur M24 Télévision. Vous pouvez revoir ce flash sur notre site internet m24tv.net ou sur notre page Facebook.